Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre journal de 15 heures et sur la télévision égyptienne. Tout de suite, les principaux titres. Le Premier ministre Moustapha Madbouli assiste à la cérémonie célébrant 10 ans depuis le lancement du programme Takaful Karama. La défense civile palestinienne annonce la mort de 16 personnes dont des frappes et des Israéliens en plusieurs endroits de la bande de Gaza. Les armes se tuent à la frontière entre l'Inde et le Pakistan au lendemain du cessez-le-feu qui a mis fin à leur confrontation militaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté à la cérémonie célébrant 10 ans depuis le lancement du programme Takaful Karama, Solidarité et Dignité. Lors de son intervention, le Premier ministre s'est félicité que ce programme de protection sociale s'est étendu considérablement au cours des 10 ans, ces allocations ayant atteint 41 milliards de livres égyptiens au cours de l'exercice financier 2024-2025. Madbouli a noté que depuis sa création, ce programme met en application un programme scientifique visant à moderniser les mécanismes de ciblage, devenant ainsi un des plus importants programmes de protection sociale au Moyen-Orient. Dans son allocution au cours de la cérémonie, Dr Maya Moursi, ministre de la Solidarité sociale, s'est dite très fière des grandes réalisations accomplies depuis le lancement du programme Takaful Karama, il y a 10 ans. Elle s'est félicitée que ce programme a connu un grand élan et que le nombre des bénéficiaires d'allocations s'est élevé à 4 700 000 de familles. La ministre a poursuivi qu'il s'agissait d'un programme de protection sociale à grande échelle qui incarne la protection sociale en Égypte. Rappelons que les allocations du programme ont augmenté de 25% au cours de l'exercice financier en cours, conformément aux directives du président de la République. Intervenant au cours de la cérémonie, le ministre des Finances Ahmed Koshok a exprimé sa grande fierté de participer à la célébration de 10 ans depuis le lancement du programme de protection sociale Takaful Karama qui vise à améliorer les conditions de vie des catégories vulnérables et à venir en aide des plus nécessiteux. Le ministre a prévu d'augmenter les allocations affectées à ce programme au cours du prochain exercice financier pour augmenter le nombre des bénéficiaires sur fond de crise économique mondiale. Il a noté que désormais l'objectif principal est de réaliser un développement durable et exhaustif pour toutes les familles bénéficiaires du programme. Et dans son allocution, Dr Rani Al-Mashot, la ministre de Planification, du Développement économique et de la coopération internationale, a affirmé l'attachement de l'État à adopter un programme de protection sociale en parallèle avec le programme de réforme économique. Elle a salué la Banque mondiale en tant que partenaire important dans le programme Takaful Karama, exprimant sa grande appréciation pour tous ceux qui ont contribué efficacement à la réussite de ce programme. La ministre a noté que depuis ce lancement, ce programme a reçu d'énormes financements, notamment de la Banque mondiale. À la fin de la cérémonie, le Premier ministre Moustapha Madbouli a remis des récompenses à des figures de proue qui ont contribué efficacement à la réussite du programme Takaful Karama. En signe d'appréciation et de reconnaissance pour leurs efforts considérables, le ministre a mis en l'honneur des ministres en exercice et d'anciens ministres, notamment l'ancien Premier ministre Ibrahim Mahlab et l'ancienne ministre de Solidarité sociale Ghada Wali, fondatrice du programme. Passons aux territoires occupés où la défense civile palestinienne a annoncé la mort de 16 personnes dans des frappes et tirs israéliens en plusieurs endroits de la bande de Gaza. L'armée de l'occupation israélienne, qui a repris son offensive contre la bande de Gaza le 18 mars, après une trêve de 2 mois, n'a pas commenté cette annonce à ce stade. La frappe la plus meurtrière s'est produite sur une tente abritant des personnes déplacées à Gazaville, dans le nord du territoire palestinien. L'armée de l'occupation israélienne a aussi détruit à l'explosif 5 maisons dans l'est de la ville de Gaza et effectué des tirs d'artillerie sur la localité d'Abbassa, à l'est de Khan Younis, sans qu'il ait été fait
de blessés. Depuis son début de l'agression le 7 octobre 2023, a fait au moins 52 810 morts, en majorité des civils, selon les dernières données du ministère palestinien de la Santé. L'Égypte a salué l'annonce d'un cessez-le-feu et d'une désescalade entre l'Inde et le Pakistan suite aux efforts de médiation des États-Unis. L'Égypte a souligné que cette évolution positive représente une étape importante vers l'instauration du calme souhaité entre les deux pays, d'une manière qui favorise la sécurité et la stabilité dans la région de l'Asie du Sud. L'Égypte a exprimé son espoir que la période à venir verra les deux parties s'engager à respecter l'accord de cessez-le-feu. L'Égypte a également réitéré l'importance cruciale des solutions pacifiques aux crises internationales et a insisté sur le fait que le dialogue et les négociations sont le seul moyen de régler les différends, exprimant l'espoir de l'accord de cessez-le-feu entre les deux parties contribuerait à soutenir la paix et la sécurité internationale. Les armes se sont tuées aujourd'hui à la frontière entre l'Inde et le Pakistan, au lendemain de cessez-le-feu qui a mis fin à leur confrontation militaire la plus meurtrière depuis des décennies, malgré quelques incidents nocturnes rapportés par les deux pays. L'Inde et le Pakistan ont accepté samedi de cesser leurs hostilités après 4 jours d'attaques meurtrières de drones, de tirs d'artillerie et de frappes de missiles. Mais quelques heures plus tard, les deux rivaux se sont accusés de violer cette trêve. Aujourd'hui à l'aube, le président américain Donald Trump a promis une prochaine croissance du commerce entre les États-Unis et les deux pays. Samedi soir, le président américain s'était réjoui que sous la médiation américaine, les deux puissances nucléaires rivales d'Asie du Sud aient accepté un cessez-le-feu total et immédiat. Quelques heures après l'annonce du cessez-le-feu, la diplomatie indienne a demandé au Pakistan de prendre les mesures appropriées pour répondre à des violations de la trêve et traiter la situation avec sérieux et responsabilité. Au Cachemire pakistanais, 2 responsables ont rapporté des échanges de tirs intermittents entre les forces pakistanaises et indiennes en 3 endroits le long de la ligne de contrôle, la frontière de facto dans la région disputée. Islamabad maintient son engagement à appliquer fidèlement le cessez-le-feu et ses forces armées gèrent la situation avec responsabilité et retenue, a répondu la diplomatie pakistanaise, accusant en retour New Delhi de violer la trêve. Si Islamabad a confirmé un cessez-le-feu avec effet immédiat, une source gouvernementale à New Delhi a affirmé qu'il avait été directement négocié entre les deux adversaires et que rien d'autre ne sera discuté. Londres a salué un cessez-le-feu extrêmement bienvenu. Paris s'est félicité du choix de la responsabilité, quand Berlin a noté une première étape importante. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a affirmé aujourd'hui que le droit de l'Iran à l'enrichissement d'uranium était non négociable avant un nouveau cycle de pourparlers avec les États-Unis. Les responsables iraniens et américains doivent se retrouver aujourd'hui à Oman pour une nouvelle série de discussions autour du programme nucléaire de Téhéran, après une opposition croissante à l'enrichissement de l'uranium iranien exprimée par les dirigeants américains. Une nouvelle série de discussions autour du programme nucléaire de Téhéran commence ce dimanche à Oman entre Iraniens et Américains. L'Iran et les États-Unis, qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980, ont tenu depuis le 12 avril 3 sessions de pourparlers sur l'épineux dossier du nucléaire iranien sous la médiation d'Oman. Comme lors des précédentes rencontres, la délégation américaine sera menée par l'émissaire pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et côté iranien, le chef de la diplomatie, Abbas Araghchi, dirigera les négociations. Vendredi, M. Araghchi a fait état de progrès dans les précédentes discussions. Il a indiqué que plus ils avancent, plus ils ont besoin de consultations et d'examens, et plus les délégations ont besoin de temps pour examiner les questions soulevées. De son côté, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a estimé que ces négociations étaient sur la bonne voie. Les pourparlers américano-iraniens visent à conclure un nouvel accord censé empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique, une ambition que Téhéran a toujours nié avoir en échange d'une levée des sanctions qui paralyse son économie.
Un accord conclu en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances pour encadrer son programme nucléaire en échange d'une levée des sanctions internationales imposées à Téhéran est devenu caduc après le retrait des États-Unis en 2018 pendant le premier mandat du président Donald Trump. Le président russe Vladimir Poutine a proposé aujourd'hui des négociations directes et sans conditions préalables entre la Russie et l'Ukraine le 15 mai à Istanbul, repoussant à de telles discussions toute possibilité d'instaurer le cessez-le-feu exigé par les alliés de Kiev. Dans une rare démonstration d'unité occidentale, l'Ukraine et ses alliés européens, de concert avec les États-Unis, ont adressé hier un ultimatum à Moscou pour accepter un cessez-le-feu complet et inconditionnel de 30 jours à partir de lundi, faute de quoi la Russie s'exposerait à de nouvelles sanctions massives. Vladimir Poutine n'a pas exclu que l'idée d'un cessez-le-feu soit discutée lors de pourparlers avec Kiev, mais il a souligné que ces discussions devraient porter sur les causes profondes du conflit, qu'il a qualifié de guerre, bien que ce terme soit rejeté par les autorités russes dans une perspective historique. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé aujourd'hui à la Russie qu'elle s'engage à respecter dès demain un cessez-le-feu de 30 jours, tout en se disant prêt à des pourparlers directs avec Moscou, après une proposition de Vladimir Poutine, sans mention de cette trêve pour des discussions à Istanbul à partir de jeudi. Parallèlement, Kiev a dénoncé aujourd'hui des attaques de drones contre l'Ukraine dans la nuit, peu après l'expiration à minuit d'une trêve de 3 jours décrétée par Moscou pour les commémorations des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré 108 drones, dont 60 ont été abattus. Le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé aujourd'hui un recul de 4,6% de son bénéfice net en premier trimestre, pénalisé par une baisse des ventes et des coûts d'exploitation en hausse. Selon un communiqué publié à la bourse saoudienne, Aramco a précisé que la baisse s'explique par une diminution des revenus et d'autres produits liés aux ventes, ainsi qu'une augmentation des coûts d'exploitation. Dans un autre communiqué, le directeur général du géant pétrolier saoudien a souligné que les dynamiques du commerce mondial ont pesé sur les marchés de l'énergie au premier trimestre 2025, l'incertitude économique affectant les prix du pétrole. Le résultat net de l'entreprise pour le premier trimestre s'était élevé à 26 milliards de dollars contre 27 milliards de dollars sur la même période de 2024. Les tractations entre la Chine et les États-Unis à Genève pour tenter de résoudre la guerre commerciale entre les deux pays ont repris aujourd'hui, Donald Trump ayant fait part de son optimisme sur les progrès accomplis la veille. Le président américain semble vouloir repartir à zéro après avoir imposé des droits de douane toujours plus élevés aux centaines de milliards de dollars de produits chinois importés aux États-Unis. Pékin a répondu du tac au tac. Le président américain a souligné de grands progrès ont été accomplis, que beaucoup de choses ont été discutées et beaucoup ont été approuvées, affirmant qu'une remise à zéro a été négociée de manière amicale mais constructive. Les deux délégations de très haut niveau sont menées côté américain par le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le représentant au commerce Jamieson Greer, tandis que la Chine a dépêché le vice-premier ministre chinois He Lifeng. Passons au sport et la Bundesliga. Le Bayern Munich a célébré son 34e titre de champion d'Allemagne avec une victoire contre le Borussia Mönchengladbach 2-0 lors du premier match à l'Allianz à la 90e minute avec son 11e but en championnat, lui qui est le meilleur passeur décisif de la Bundesliga. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.